choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler de toute votre vie. Confucius. C'est une citation qui me fait beaucoup penser à mon papa. Mon père n'a jamais travaillé un jour de sa vie parce qu'il a adoré son métier. Who is Harold Ledoux? Qui est Harold Ledoux? Un homme avec une passion pour le dessin et la BD, un homme qui a voyagé à travers le monde entier pour poursuivre ses rêves, un homme qui savait qu'il fallait poursuivre ses rêves sans tenir compte de la garantie d'une carrière stable, un homme acharné qui persévère pendant les moments difficiles, un homme qui était reconnaissant pour les opportunités, un homme dévoué et dédié à sa carrière et ses collègues, un homme qui a toujours fait du mieux possible. Dans ses propres mots, un homme qui a gardé son âme d'enfant. Je m'appelle Lorraine Ledoux-Gachelin, je suis la fille d'Harold Ledoux, qui est décédé il y a 1 an et demi. Pendant que moi et ma sœur, nous étions en train de faire le tri de tout son travail, qui représente quand même 52 ans de dessin, au début, c'était un travail simplement d'organisation. C'est-à-dire, il fallait faire le tri de 52 ans de travail, classer tout ça par année, ensuite par mois, par jour. Alors ça représente beaucoup parce qu'il dessinait 365 planches par an pendant 52 ans. Après un moment, ce n'était plus un travail d'organisation, mais plutôt une découverte de comment sa vie était représentée à travers ses œuvres. Et j'étais fascinée par ça, parce que j'ai vu son héritage qui se montrait, j'ai vu sa famille à travers ses illustrations. Alors ça, c'est pour montrer déjà un grand tas de travail. Toutes ces planches se sont retrouvées dans mon salon, à la maison. Je voudrais déjà vous présenter mon père à travers une vidéo prise pendant les années 70. Cette vidéo dure quelques minutes seulement, c'est en anglais. Et c'était pour un programme pour enfants. Alors vous allez voir des marionnettes en même temps. Et c'est le papa que moi je voyais tous les jours. Look at that! Harold Ledoux is doing his cartoon comic strip. So that's the way you do it. Did you draw it first with a pen or a brush or what? Well, first of all, I penciled it in with a pencil. And I used quite a bit of reference material, too, because we try to make this as realistic as we can. Do you use models ever? I have, but I don't usually do that. I use photographs that I take or else clip from newspapers and magazines to give me some accurate information. And after I get it in pencil, I put in these lines with a pen. I just dropped my pen, boys and girls, and I bent the point, so I can't do the pen work for you, but you can see how it begins with the pen work. Yeah, and then I go back with a very fine-pointed brush called a Kolinsky, which is imported, believe it or not, from either Russia or China. It's the only part of the world where this little animal grows that they make the fur from. Huh. And I didn't mean that personally now. Okay. Have you ever tried bear hair? No, I don't think it would work. This is a mink. Ooh. This little brush here, to show you how expensive it is, as small as it is, retails for $12. Gosh. Can you imagine a fur coat made? Gosh. It's a mink. Yeah. A little And expensive. this comes from the tail of the Kolinsky mink, which comes from the Kolinsky Okola Peninsula in Russia. Oh. Now that's how hard it is to get this and why it's so valuable and does such So you beautiful take care work. of your brushes, don't you? I've had this one for about 3 or 4 months. The last one lasted about 12 or 13 months, believe it or Wow. not. That's how wonderful this little animal is. Wow.
That's Could big. you buy those at an art store? Yes, you could. Just ask for a brush made of Kolinsky sable. Okay. Have you ever made a mistake like put the wrong amount of fingers on somebody or something and notice it later? No, but one time I signed my name twice to the same You did. and I noticed it when I was on an airplane getting ready to go on vacation, and I broke open a copy of the Dallas Morning News, and I said, "Oh, good Lord, what have I done? Well, I'm glad I'm leaving the country." Do you always read your own comic strip after it comes out of the paper? Yes, I do. I'm a fan of the comics. I read them all. Yeah, me too. I like them. Gosh, well, what kind of paint do you use when you do the colored comic strip? This is a Higgins waterproof ink. It's called Black Magic, and it's available at any art supply store, and there are other brands too. It's the one I happen to use, and it's very thick and dark, so what I do to make it flow a little easier off the brush is to dilute it with a little distilled water, and then it flows the way you see it's doing now. But the color, what kind of color? You use colored inks? Is that what you do No, the color with? this is black ink on white paper, and I can show you, you've seen what this brushwork I've done. I'd like to show you how a strip looks when it's completed. But this- do you put the color on yourself? I'm going to show you that too. Yeah, nothing. Give him a minute. He's going Okay. to show us. You're He's rushing gonna me, little show bear. us. Excuse me. This is a Sunday page that's completely done and ready to be printed, but it doesn't have color. Now here's how we do the color. I have taken watercolors and put over this, and I have a chart at home with numbers on it, and each number signifies a color. When I go back home, I'm going to write the numbers on there, but I Okay. didn't do it because I wanted everyone to be able to see clearly without the numbers to obstruct the view. And this is a color guide. The printers print from this, but they look at this to see what colors I'm asking for. And they're usually pretty good, too. Gosh. Well, that's interesting. Well, we sure appreciate you coming down and showing us all this. Well, I was glad to come, and I've enjoyed your company, and I really did like your questions. Would you come back again sometime? I sure will. Thank you Oh, very good. much. If all three of you will be here, I'll come back. Alors ça, c'est le papa que je voyais tous les jours pendant les années 70. Comme vous avez vu, il expliquait la façon qu'il travaillait. Je vais vous l'expliquer un peu plus à fond quand je vous montre d'autres photos. Alors, pour remonter vers le passé, il est né en 1926 dans une ville qui s'appelle Port Arthur, pas très loin de Houston et sur la frontière de la Louisiane. Comme vous voyez avec son nom Ledoux, il a quand même un héritage français qui remonte à travers la Louisiane et avant ça au Canada. Il était très très fier de ça. Il est né pendant la Grande Dépression d'une famille très modeste et il passait ses étés avec ses cousins en Louisiane, à Saint-Martinville et à Lafayette. Il entendait les cousins parler français et puis ça l'intriguait. Mais chez lui, à Port-Arthur, il n'avait pas le droit de parler le français. C'est sa maman qui le protégeait finalement, parce que ses parents parlaient français, et un français de Louisiane. Mon grand-père parlait un français créole, et les enfants à l'école se moquaient de lui s'il parlait français. Alors c'était une autre époque. Et puis, mais c'est quand même une langue qu'il a voulu garder et par la suite, il a appris très très bien à parler. Ça, c'est une aquarelle qu'il a peint de sa maison à Port-Arthur et c'est la maison de la grand-mère où moi aussi j'allais chaque été quand j'étais jeune. Une autre aquarelle qui représente sa jeunesse, quand il allait en Louisiane aussi, on voit les vieilles voitures, on voit les enfants habillés en salopettes et tout ça, c'était sa vie. Et puis là, je vous montre que 2 aquarelles, mais il en a tout un paquet, et puis tout ce qui représente sa vie en Louisiane, avec les plantations, avec... et aussi à la mer, parce que quand il était un peu plus âgé, il faisait partie de la marine marchande, et Port-Arthur est aussi sur un port, sur une côte du Texas, du Gulf Coast. Alors, beaucoup de tableaux qui représentent son passé.
Alors, quand il a eu son diplôme du lycée, en 1944, et on voit ça sur la photo en haut, la photo typique aux USA, il s'était inscrit à la marine marchande et puis il est parti tout de suite. Il a voulu voir le monde et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a adoré aller en France, il a adoré aller en Grèce, en Italie, un peu partout et puis aussi en Amérique du Sud. Ça lui a bien ouvert les yeux. Et ensuite, il est rentré à Port-Arthur. Mais ce qui était très important, c'est qu'il avait gardé tout son argent qu'il avait mis de côté pendant ces années avec la marine marchande. Il avait tout gardé parce qu'il avait vraiment, vraiment envie de poursuivre sa carrière. Ce n'était pas encore une carrière, mais enfin, il voulait poursuivre le cartooning. Son papa lui avait offert un travail dans une raffinerie de pétrole à Port-Arthur, mais ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis, il est parti à Chicago faire ses études. Et finalement, ses parents sont allés le rendre visite. Alors, on voit une photo prise dans un musée à Chicago avec ma grand-mère et mon grand-père avec mon père. Et puis ici, à l'école d'art, il y a son professeur d'art sur sa gauche, alors son notre droite, et son papa à côté, pour montrer qu'ils étaient quand même fiers de lui. Cette photo-là, c'est une photo avec ses camarades de classe et son professeur. Alors, il y a mon père sur la gauche, il y a Martin Garrity, c'était son prof de cartooning, Virgil Arnett, un autre cartooniste. Je ne connais pas le monsieur à côté, et celui devant, à droite, c'est George Booth, qui est devenu très très célèbre pour le New Yorker Magazine. Et puis il est toujours vivant et il dessine toujours. Lui et mon père étaient devenus meilleurs copains et puis ils partageaient un appartement ensemble. George Booth est devenu un gag cartoonist et mon père est devenu un story strip cartoonist. Il avait 3 cours de cartooning à prendre à cette école d'art. C'était le political cartooning, gag cartooning et strip cartooning, ce qui l'intéressait le plus. Là en bas, en 2010, avant le décès de mon père, moi et ma sœur, nous sommes allés à New York avec lui, retrouver George Booth, que vous voyez là sur la photo. Je bloque peut-être la photo. Moi, George Booth, avec mon père, et là avec ma sœur et la fille adoptive de George Booth. Alors il faut dire quand même que ces 2 hommes-là, ils étaient copains pendant plus que 60 ans. Et chaque fois qu'ils étaient au téléphone, ça rigolait. Une fois qu'il a fini l'école à Chicago, lui et George, ils sont partis à New York parce qu'ils savaient qu'il fallait aller là-bas pour poursuivre ce métier. Et ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de garantie. Mais mon père a eu de la chance, il a rencontré un homme qui s'appelle Steve Douglas, qui était éditeur de magazines qui s'appelaient les Famous Funnies. Et Famous Funnies avait 3 titres différents. Heroes, Personal Love et Movie Love Magazine. Et puis c'est comme ça que mon père a eu son début avec son vrai travail de BD. Il recevait des scripts et des photos de tournage de films et puis il devait transférer ça en BD. Alors ce qu'on voit là en avant, c'est par exemple That's My Boy avec Jerry Lewis et Dean Martin. Et ça, il adorait ce travail. C'était pas très très bien payé à l'époque, mais c'était ce qu'il aimait faire. Et puis il a continué. Ensuite, là, ce que je vais vous expliquer, c'est après le Famous Funnies, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné son premier travail sur Judge Parker. Et avant d'avancer sur Judge Parker, je voudrais vous présenter ma famille, parce que ma famille, elle est représentée dans Judge Parker au fil des années qui suivent. Alors, d'ici ce temps-là, mon père est rentré à Dallas. Il est venu à Dallas, au Texas, il est rentré. Et puis, il s'est installé. Et puis, il a eu de la chance de rencontrer une jeune Française qui s'appelait Jeannette, ou Jeanne, et une Parisienne qui était de passage à Dallas. Elle devait aller travailler au Mexique.
Et elle était fille au père. Et mon père l'a rencontrée. Elle est partie au Mexique. 6 mois plus tard, elle est revenue parce qu'elle allait rentrer en France. Et puis mon père n'a pas voulu la voir partir. Alors ils se sont mariés en 64 et je suis née en 65. Et ensuite ma sœur en 67. Alors on voit déjà une photo de famille ici avec ma mère, mon père et ma sœur et moi. Et puis, par la suite des années, mes parents sont restés mariés pendant 14 ans. Alors, on voit, voilà, ça représente ma vie de jeunesse, là. Pendant ce temps-là, il travaillait déjà sur Judge Parker. Alors, il y a eu pas mal d'évolutions sur Judge Parker. Judge Parker, il y avait déjà un artiste en 52. C'est une bande dessinée qui a été créée par un psychiatre en 1952, et il y avait un artiste qui s'appelait Dan Heilman, et je vais parler un peu de lui après. Et mon père, il a eu le travail en 53, mais pas comme artiste principal, mais plutôt assistant, et puis dessiner les fonds de scène, alors les paysages, et c'est quelque chose qu'il adorait faire de toute façon. Et il a commencé comme ça, et par la suite, il a repris en entier Judge Parker. Dr. Dallas, le monsieur qui a écrit l'histoire, il a écrit aussi Rex Morgan MD et Apartment 3G. Judge Parker, ça parle bien sûr d'un juge du tribunal et il y a le cabinet d'avocats, etc. Et ça parle des enjeux qui se passent dans la vie de tous les jours. Alors, pour vous donner un peu de background, on appelle ça les American Soap Opera Strips. Le premier en Amérique s'appelait Mary Worth, qui a démarré en 1938 par Saunders, Al Saunders. Et ça parlait d'une dame qui s'appelait Mary Worth, qui vendait des pommes au coin de rue pendant la Grande Dépression. En 1948, il y a Rex Morgan MD qui a été écrit par Dr. Dallas. En 1952, Judge Parker. Et puis en 1961, Apartment 3G. Alors, comme ce sont des bandes dessinées qu'il faut lire tous les jours parce qu'il y a une histoire qui suit, à ces jours, je pourrais comparer les trois à des programmes qu'on voit à la télé. Par exemple, Rex Morgan MD, on pourrait voir ER. Je ne sais pas si vous avez ER ici en France. Apartment 3G, c'est comme Sex and the City. Il y a 3 femmes qui habitent à New York. Et puis Judge Parker, ça serait comme LA Law, par exemple. Alors, et d'ailleurs, je peux vous dire que très souvent, mon père, il recevait un mot comme quoi, peut-être, il voudrait créer un feuilleton télévisé avec Judge Parker. Ça ne s'est jamais passé, mais il faut dire que pendant quelques semaines, on était toujours très excités à la maison, pensant que peut-être ça passerait à la télé. Alors, comme je vous ai dit, lui, il a commencé en 1953, et Dan Heilman, le premier artiste, lui, il dessinait tous les personnages. Ensuite, il passait la planche à mon père, qui travaillait les fonds. Il a fait ça pendant 13 ans. Et vers la fin, Dan ne se trouvait pas très bien. Et d'ailleurs, il est décédé en 1965. Alors, la dernière année, même si Dan signait les planches, mon père, il était obligé d'en faire de plus en plus. Alors, il y avait une transition assez douce qui se faisait. Par exemple, Dan, il dessinait les visages. Et puis, mon père, il a même dû compléter les corps avec habiller la texture, tout ça, les motifs. Alors, ça s'est passé comme ça pendant un moment. En 1965, la première semaine de 1965, Dan, il avait encore signé son travail. Après ça, il n'y avait plus de signature parce qu'il a arrêté de dessiner. Mon père a tout repris. Par contre, il n'avait pas le droit de signer pendant 6 mois. L'éditeur était en train de tester son travail pour voir s'il était vraiment capable de garder tout ça en main par lui-même. Il a signé sa première planche le 4 juillet 1965. Et j'avoue que j'ai bien vu les signatures et ça changeait.
Il était en train de tester sa signature et finalement, ça a pris peut-être 2 ou 3 mois. Et la signature qu'on voit maintenant, c'est celle qu'il a finalement créée. Mais je ne pense pas qu'il attendait signer. Alors, dans Judge Parker, comme dans toutes les BD, il y a des personnages principaux. Alors, il y en a aussi dans Judge Parker. Et j'ai retrouvé les planches qui montrent, pour ceux qui connaissent Judge Parker, les personnages dès leur début, quand ils sont arrivés. Et puis, au début, on ne pensait même pas que les personnages allaient rester pendant 60 ans ou 50 ans. Mais ils sont restés. Alors, ce qu'on voit ici en haut, on voit bien le juge, parce que, bon, Judge Parker, c'est le juge, on le voyait très, très souvent. Et puis ici, à droite, on voit son fils Randy. Et si vous lisiez Judge Parker aujourd'hui, Randy est devenu le juge. Alors, après 50 ans, on voit qu'il y a eu une évolution. Le juge était veuve, et puis il s'est remarié avec Catherine, ici avec une robe verte. Et d'ailleurs, c'est une planche en couleur. On voit que c'est la photocopie, comme vous avez vu sur la vidéo. Et là, on voit les numéros qui sont placés parce que chaque couleur a un numéro. C'est un code qu'ils envoient au journal. En tout cas, on voit le juge, il est tombé amoureux de Catherine. Ils se sont mariés plus tard. Ensuite, quelques années plus tard, en haut à droite, on rencontre Sam Driver. Sam Driver, c'est l'avocat. Et c'est l'avocat principal, on le voit toujours aujourd'hui. Mais ça, c'était la première planche avec lui dans son bureau et avec sa secrétaire Gloria, qui existe toujours aussi. Ensuite, en dessous, à droite, on voit Abby Spencer, qui est aussi toujours dans les journaux. Et dans les années 90, on rencontre Nellie et Sophie, 2 petites filles. Éventuellement, il y a Abby qui les adopte. Et puis, elles y sont toujours. Et d'ailleurs, maintenant, avec cette nouvelle génération, on sait que Randy et Nellie font partie des personnages principaux. Alors, ce qui est intéressant pour moi, quand je faisais le tri de ces planches, et c'est que j'ai vu qu'il a toujours dessiné ce qu'il connaissait. Alors, par exemple, j'ai retrouvé une planche avec l'appartement où on habitait avant d'acheter une maison. Alors, on voit l'appartement ici, on voit le nom d'un restaurant qui est connu à Dallas, au centre-ville. Ici, je sais que c'est une pause que ma mère faisait énormément de cuisine tous les jours, alors il prenait des photos. Et alors, il se servait d'elle un peu comme modèle, on peut dire, pour pas mal de ses planches. Et puis aussi de son écriture. C'est une écriture bien à la française, ce qu'on ne voit pas aux États-Unis. Ça, c'est Nelly ici à droite. C'est une photo de moi au lycée. Alors, il a repris la coiffure de l'époque. Et sur la gauche, on voit une photo de ma sœur, aussi, une image. Elle est rentrée dans la BD aussi. Alors, comme j'ai dit avant, il appréciait tout ce qui était français. C'était vraiment sa passion. Et quand il s'est marié avec ma mère et les personnages sont allés au restaurant, ma mère est allée au restaurant avec eux. Alors ici, on voit le restaurant qui s'appelle Chez Jeanne, après le nom de ma mère. À droite, on voit un restaurant qui s'appelle Chez Marthe. Marthe, c'est le nom de ma grand-mère et c'est mon nom aussi. Je m'appelle Lorraine Marthe. Et on voit un menu qui a été créé par ma mère, qu'on ne verrait pas du tout aux USA. Alors, le turbo, le coq en pâte, sauce, Périgou, les courgettes meunières, etc., tout à fait un menu français. Alors, ma mère, elle s'appliquait énormément dans Judge Parker. Ici, à gauche, un autre restaurant qui s'appelle Le Blanc, des cousins en Louisiane. On voit bien la Tour Eiffel, on voit l'hôtel L'Aiglon à Paris. Tout ça, vraiment l'influence de ma maman à travers les planches. Et quand on pense aux États-Unis, on pense à la France, on pense aussi à la mode. Et puis ma mère, chaque semaine, passait du temps à faire le tri des magazines pour retrouver des modes
pour les personnages. Alors là, je vous montre une représentation de modes différentes pendant les années 70. Et tout ça, j'ai trouvé sur des planches sur à peu près 2 ou 3 mois de travail. Alors imaginez, sur 52 ans de travail, combien de modes différents on pourrait retrouver. Mais tout ça, moi, ça m'avait vraiment frappé quand je faisais le tri de tout son travail, c'était de voir vraiment cette influence. En 1990, l'écrivain Dr. Dallas a pris sa retraite. Et puis on a eu un nouvel écrivain qui s'appelle Woody Wilson qui a travaillé jusqu'à cette année. Il a pris sa retraite en août 2016. Woody Wilson, c'était un jeune écrivain qui avait énormément d'énergie, très très dynamique, et ça a vraiment réveillé le côté Judge Parker, le côté de l'histoire. Et mon père était ravi. Il avait beaucoup apprécié Dr. Dallas. Ils étaient devenus très proches et ils parlaient très très souvent. Mais Woody, il y avait une nouvelle énergie qui est rentrée et je voyais à travers son travail, à travers les personnages, le mouvement des personnages et aussi les fonds de scène, on voit qu'il était heureux. Et alors je voulais partager ceci. Par exemple, l'histoire qui peut devenir un peu longue après un moment, parce que quand après, on va dire 35-40 ans de travail par un écrivain, de retrouver, et en plus il écrivait 3 BD différentes, on peut perdre un peu son énergie. Alors là, ça changeait avec Neddy, tout d'un coup, qui est devenue artiste. Alors mon père était ravi de pouvoir dessiner une jeune qui s'apprêtait à aller dans une école d'art. On voyait Abby qui avait une nouvelle coiffure. D'ailleurs, avec sa nouvelle coiffure, mon père a reçu, ou le journal recevait des lettres en disant elle a une nouvelle coiffure, peut-être ils ont changé d'artiste. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'après 35-40 ans, qu'un personnage n'allait plus avoir la même coiffure qu'elle avait pendant les années 50. Et puis aussi les paysages et tout, je voyais qu'il y avait beaucoup de changements. Et mon père, il travaillait beaucoup. Il travaillait 6 jours par semaine, 6 jours de journée complète. C'était vraiment sa passion, c'était son travail. Et il travaillait avec à peu près 9 semaines d'avance sur la date de publication. Et quand il voulait partir en vacances, il s'arrangeait avec l'écrivain pour reprendre quelques semaines avant ça. Alors, avec cette nouvelle énergie, il y a Sam et Abby, les 2 personnages principaux après le juge, qui se sont mariés. Alors ça, dis donc, à la maison, c'était la grande histoire, parce que imaginez que ces personnages deviennent, pour lui, sa famille. Alors, il a même bu une coupe de champagne, qu'on voit ici à côté, parce qu'il a fait encadrer ses planches, et ce sont les seuls qu'il a encadrés pendant tout son travail. Il était vraiment très content. Une autre chose que Woody a permis à mon père de dessiner, c'était des scènes de voyage. Au lieu de rester à Spencer Farms ou rester en Virginie pendant les 52 ans, là, il a eu le droit de voyager, d'aller aux Bahamas, d'aller au Mexique, d'aller à Costa Rica. Les personnages sont allés en Californie pour faire des dégustations de vin. La jeune Neddy, elle part à l'aéroport, elle est allée faire les beaux-arts à Paris. Alors tout ça, ça a donné une nouvelle vie, et une vie peut-être un peu plus contemporaine aussi pour son public. Alors très souvent, quand je parle du travail de mon père, on me pose la question de comment se passe la réalisation de son travail. Et aujourd'hui, quand moi j'ai travaillé avec lui les dernières 5 années avant sa retraite, il a pris sa retraite en 2006,
Il avait 79 ans. Il ne voulait pas arrêter avant. Ça faisait partie de sa vie et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui les 5 dernières années parce que j'étais de retour à Dallas. J'avais vécu en Suisse et en France avant ça. Et ça m'a permis de voir vraiment comment il travaillait. Et puis, en 2000, quand j'y suis allée, la nouvelle technique, c'était la technologie. Parce que quand il avait commencé, les années 50-60, il n'y avait pas cette technologie. Alors, tout se faisait manuellement. Et puis, même au niveau des planches, par exemple, avant les années 2000, quand il s'est mis à l'ordinateur, il était obligé déjà d'envoyer au syndicate. Nous on appelle ça le syndicate, c'est pas le syndicat. Le syndicate, c'est la maison qui achète les bandes dessinées des artistes différents et qui les distribue ensuite dans les journaux. Alors il envoyait au syndicate toutes les planches, les originaux. Et peut-être tous les 6 mois, il recevait un paquet de ces originaux, mais seulement 50%, parce que le syndicat a gardé l'autre 50%. Et dans les années 80 à peu près, avec les photocopieuses, il a commencé à envoyer des photocopies. Alors à partir des années 80-90, j'ai les originaux qui fait à peu près toute l'année, à moins qu'il en ait donné à des amis ou fait des dons. J'ai les originaux, mais pour les premières années, il y en a beaucoup moins. Alors à la fin, on n'envoyait que des photocopies, y inclut la photocopie avec la couleur. Une autre chose, c'est que le lettrage se passait différemment. Au début, le lettrage était fait à la main par un assistant. Il a toujours eu un assistant dès le début. Et son premier assistant, c'était un autre cartooniste qui s'appelle Ned Riddle, qui dessinait des planches qui s'appellent Mr. Tweety. Alors, c'était des gags tous les jours dans les journaux. Et Ned, finalement, il a pris sa retraite. Il y en a eu un autre, Dan Jones, qui a pris sa place. Mais ces 2 hommes préparaient le lettrage à la main. Dan Jones, avant de quitter, parce que c'est moi qui l'ai remplacé, il a créé une police qui s'appelle la police Ledoux, parce qu'il a créé ça pour mon père. Et quand moi je suis arrivée pour travailler avec lui, je n'avais pas besoin de faire le lettrage à la main, c'était tout à l'ordinateur et j'imprimais sur des étiquettes et puis on collait bien où il fallait. Alors le temps change finalement et c'était un peu plus efficace et un peu plus rapide. Alors que ça soit il y a 50 ans ou que ça soit aujourd'hui, il y a un script. L'écrivain, il a besoin d'envoyer exactement le contenu, ce qu'il envisage aussi pour les dessins. Il y a des consignes à suivre. Et ça, vous avez peut-être du mal à le lire comme ça, mais je peux vous dire qu'au tribunal, il y a une exposition à Harold-Ledoux avec un script et avec les planches qui correspondent. Et je vais y être un peu plus tard aujourd'hui. Je vous invite de passer si vous voulez voir comment le script correspond exactement. Mais c'est vraiment comme un film, c'est-à-dire ils disent pour le premier panneau, il faudrait une image de telle et telle personne qui regarde par la fenêtre, qui a des larmes aux yeux. Tout est vraiment décrit, comme si on préparait à tourner un film. Alors j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Alors ici, une photo tout simplement de montrer des outils de son studio. Au fond, il y a sa planche à dessin que moi j'adore parce que je vois la touche de mon père, les taches d'encre avant de mettre l'encre sur la planche en elle-même. Et d'ailleurs, sur la vidéo que vous avez vue, c'est une planche pareille, il se promenait avec s'il avait besoin de travailler. La photo en bas à droite, c'est avec Dan Jones, c'est son dernier assistant. Ils étaient tous les deux dans son studio. Alors avant de clôturer, je voudrais vous montrer une autre vidéo. C'est une vidéo qui a été prise pour fêter les 40 ans de Judge Parker.
Là, ils parlent du Dallas Morning News parce que c'est le journal à Dallas, mais Judge Parker paraît dans à peu près 200 journaux aux États-Unis et au Canada. Et même sur le front international, une fois de temps en temps, je sais qu'en Finlande, pendant un moment, il y avait Judge Parker qui avait été traduit aussi, mais généralement, c'est resté aux USA. Et ça, vous allez voir mon papa, les années, ça doit être les années 90. Whenever you draw, you're in a world of your own. Ever since I was a kid, I loved the escape it gave me. Harold Ledoux earns his living as an artist and illustrator. His first job was drawing for pocketbooks and movie comics. Then this Port Arthur native landed a job that would keep him busy 39 years. A new comic strip asked him to come on board and draw Judge Parker. This is our 40th anniversary, and to keep the record straight, I have been with it 39 years. The strip now rarely contains either the judge or courtroom drama. It revolves around a love interest and various adventures. It's carried in over 200 newspapers. I had an Englishman tell me, he said, I came to know America and Americans through reading your comic strips because they're a true reflection of what you people are like. Whenever I'm not drawing, I'm painting. I do watercolors, I do acrylics, I do cassines, and occasionally I'll put them in a store and sell them. But Judge Parker takes up so much of my time that I just don't have that much time to paint. 6 dailies and a Sunday each week is plenty of artwork for this 66-year-old Richardson resident. And even after you've done so many strips for so long, mistakes still happen. I just noticed in the second panel that she seems to be looking out a different window from the one she was looking out in the first panel. So we'll just have to assume she moved over to the other side of the room. The strip's writer lives in Arizona and sends Harold a copy every week. They stay 9 weeks ahead of schedule. As for retirement, Harold has no plans. He's having too much fun. I've never grown up. I don't think I've outgrown them. I love comics. John Prock, Channel 8 News, Richardson. Alors ça, c'était pour les 40 ans. Et puis, il a pris sa retraite en 2006. Ça, c'était la dernière planche qui a paru dans le journal qu'il a dessinée. Alors, elle a paru au mois de mai, mais véritablement, il a arrêté de travailler au mois de mars parce qu'il travaillait avec quelques mois d'avance. Je voudrais quand même vous montrer quelque chose d'important parce que vous avez vu les pages du dimanche avec 3 bandes finalement. Et là, il n'y en a que 2 imprimées dans le journal. Mais ça, c'est fait exprès parce que dans tous les journaux, ils impriment différemment. Alors, la façon, et ça c'est depuis le début, depuis les années 50, la façon que les panneaux sont créés, ce qu'on pourrait faire, c'est d'enlever le dernier ici à droite, le mettre en dessous du premier, décaler le premier ici en bas à gauche, et puis remettre les 2 derniers en dessous, ou les 3 derniers en dessous. Vous voyez, ça a été mesuré pour qu'on puisse les superposer en 3 ou en 2, selon le journal qui imprime. Alors, parfois, on ne voit pas ce qui se passe dans les coulisses, on voit ce qui est imprimé dans les journaux. Alors, Judge Parker continue. Lui, il a arrêté, mais Judge Parker continue. On a eu à peu près 5 artistes après lui, avant de trouver le bon qui est resté. Ils ont commencé avec Eduardo Beretta, qui habitait à Montevideo. Mon père était ravi de voir Eduardo reprendre son dessin. Eduardo travaillait avec Marvel Comics, il dessinait Batman, Superman et tout ça. Et quand il était jeune, il découpait le Judge Parker des journaux de mon père et puis il essayait de le copier. Alors il admirait le travail de mon père. Et le jour qu'il a été embauché comme prochain artiste, et mon père a aidé à le sélectionner, il lui a envoyé
une vieille copie d'un journal qui datait des années 60, en disant, voilà, maintenant je travaille pour la bande dessinée que j'ai toujours admirée. Alors ça, mon père a été très touché, et d'ailleurs, je trouve ça vraiment fantastique. Ça fait la boucle, on peut dire. Eduardo, il est tombé malade, il a eu un gros accident de voiture, alors on l'a perdu, mais c'est son fils qui a repris après, Diego Barreto. Et Diego a arrêté, ils sont passés encore par 2 artistes, et finalement, maintenant, ils ont Mike Manley, qui dessine très très bien, qui dessine aussi The Phantom. Alors il a 2 bandes dessinées différentes qu'il prépare. Et il a travaillé avec Woody Wilson jusqu'au mois d'août 2016. Et maintenant, ça a été repris par un nouvel écrivain qui s'appelle Francesco Marciuliano. Je pense qu'il habite à New York. Il a un nom bien italien, mais il est très connu dans le monde de la BD aussi. Alors, ça poursuit. Je parle avec Mike Manley une fois de temps en temps au téléphone. J'aime bien voir vivre le juge et ça continue. Il y a encore eu des changements de technique. Alors maintenant, la couleur se fait à l'ordinateur. Si vous connaissez la BD d'aujourd'hui, je pense que vous connaissez peut-être aussi cette technique. Mais je suis ravie de savoir que le juge continue et il y a plus que 60 ans maintenant, le juge est vivant. Alors, voilà l'héritage de mon papa, l'héritage de travail, voilà son héritage personnel. Il a la main sur le cœur, il adorait sa famille. Moi et ma sœur, nous avons chacun 2 enfants, et puis il est avec nous dans nos cœurs aussi. Je voudrais remercier l'IUT pour tout ce qu'ils ont fait pour Harold-Ledoux. Je voudrais remercier aussi la mairie qui a eu la super idée d'avoir l'exposition au tribunal pour honorer le juge, et à la ville d'Angoulême pour votre accueil. C'est vraiment très chaleureux, je suis très émue d'être là. Et je veux aussi remercier le musée de la BD. Ils m'ont reçu au mois de juillet quand je suis passée l'année dernière. Et puis les planches de mon père sont maintenant au musée de la BD, et ainsi à l'IUT. Alors voilà, et puis je vais aller au tribunal parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir l'exposition qui a été montée par les élèves de l'IUT. Ils ont beaucoup travaillé. Alors je vais y aller, et puis je vous invite, si vous avez des questions après cette conférence, de venir me voir. Je serai ravie de vous parler. Merci beaucoup.